fait, une des difficultés pour mener à bien un projet, c'était, et notamment pour s'appuyer sur des acteurs qui vont te permettre de mener à bien ton projet, c'est l'idée, une des difficultés, c'était de bien formuler sa demande pour asseoir ou pour bien cadrer la collaboration. On a vu que avec Bruno, avec Julie, avec tous, c'était difficile, alors même que c'est un projet individuel, on s'entoure d'un collectif. Mais il y a beaucoup de monde sur lequel on peut s'entourer. Comment arriver à bien formuler cette demande pour cadrer, pour optimiser la collaboration? Je ne sais pas si j'ai une méthode pour bien formuler. Ce que je voulais dire par là, et c'est peut-être plus l'entraîneur qui va parler que le rameur ou que l'athlète, mais c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on parle de cette collaboration entre les différents mondes qu'on peut avoir autour de l'athlète, autour de la performance sportive et notamment le monde de la recherche. Et c'est là-dessus que je voulais, par rapport aux débats qui vont pouvoir peut-être se construire dans les heures, les jours qui viennent au colloque. On a souvent entendu dire que le monde de la recherche, le monde du sport, ça parlait pas le même langage, il fallait la personne au milieu. Enfin bon, c'était un peu compliqué de se trouver, ou les personnes ressources autour, c'était difficile de bien construire le relationnel. Et c'était un sujet pour moi qui me paraissait important dans l'expérience que j'ai pu avoir sur ces points-là. Et faire un petit mea culpa, j'ai envie de dire, en tout cas en ce qui me concerne, du côté du monde du sport. C'est vrai que quand on va se confronter à des gens de l'extérieur, voilà, on peut faire ça pour vous, allez-y. Et le meilleur moyen d'avoir une bonne expérience et d'avoir des réponses intéressantes, c'est déjà de bien poser la question, ou de savoir créer une bonne problématique autour des outils qu'on peut nous apporter. Et quelque part, je fais un petit mea culpa parce que j'ai souvent eu, en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, cette réponse facile de dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Et quand ça part comme ça, je dis pas à chaque fois, mais souvent, pour être honnête, la réponse, on est un peu déçu, quoi. Mais oui, parce que finalement, chacun ne fait pas son boulot. Et notamment, le mien, c'est quand j'ai des personnes ressources autour en tant qu'entraîneur, c'est de savoir, en numéro 1, poser une bonne problématique et de cadrer le relationnel. C'est la meilleure solution pour avoir une réponse intéressante et exploitable. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je vois Sophie Barré qui me regarde. Mais c'est vrai que pour moi, dans ce relationnel-là des acteurs qu'on peut avoir autour de la performance sportive, la capacité du monde du sport à formuler et à construire la problématique est vraiment très importante. Franck, je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... Toi, on va prolonger. Hein. Toi, tu as une équipe souvent importante autour de toi. Tu parlais d'une cellule recherche et développement. Comment arriver à orienter tous ces gens-là pour qu'ils soient non pas à ton service, mais au service de la perf, quoi. Et en sachant que toi, elle est multiple, quoi, hein. Elle va du Figaro au catamaran de sport, au M34, voilà. Comment tu t'entoures? Qu'est-ce que tu demandes, en fait? Nous, les objectifs, c'est assez clairement défini. Alors, ce qui est bien en voile, c'est que les facettes de la performance, elles sont variées. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que l'organisation. Mais il faut que tout le monde tende vers ce même objectif avec la même confiance dans le team qui nous entoure, avant tout. Le même respect entre nous, que chacun aille de concert sans... il n'y a pas de petit rôle, je pense, dans une équipe. Tout le monde est indispensable, c'est une chaîne. Et chaque maillon, s'il y en a un qui casse, on ne sera pas performant à la fin. Après, on a la chance, parce qu'on fait ce métier-là, d'avoir des passionnés qui sont autour de nous et qui sont pas là parce qu'il faut qu'ils vivent. Ils sont là parce qu'ils veulent être, au final, être les meilleurs.
Après, c'est une question d'organisation, de planning, de définition de budget à l'origine, et ensuite être le plus efficace dans tous les domaines, dans les choix techniques que l'on va faire, dans la stratégie pour arriver à mettre au point les choses. C'est très, très vaste comme question, comment on y arrive. Après, moi, mon rôle, c'est d'insuffler une stratégie et de rester concentré sur la performance en permanence, puisque c'est la finalité de toute chose, et de ne pas se perdre dans des considérations parfois politiques ou de communication, et de toujours garder le cap qui doit être le nôtre. Après, moi, je peux pas... Personnellement, je ne peux pas évidemment être expert dans tous ces domaines-là, donc je m'intéresse aux choses que je connais plus, et ensuite j'essaye de m'entourer avec les personnes dont j'ai confiance pour les secteurs que je connais moins. Il y en a forcément, mais il y a des secteurs qui m'intéressent énormément, dans la conception du bateau notamment, et là je peux aller vraiment dans les détails, et c'est de cette façon-là, un peu en touchant à tous ces secteurs, que je réussis, plus ou moins, à donner une stratégie dans les équipes qui s'occupent de ces secteurs-là, en toujours prioritisant les recherches ou les objectifs à atteindre. La Volvo, ça a été vraiment difficile pour ça, parce que c'est 60 personnes à un moment de l'équipe. Avant le départ, on était 60 personnes, et avec des cultures complètement différentes, puisqu'on a fait appel à beaucoup d'étrangers qui connaissaient la Volvo Ocean Race. En France, on la connaissait moins. Et non seulement le langage était différent, mais les cultures étaient différentes, les façons de penser étaient différentes. Et c'est pas évident. À un moment, il faut faire un choix, et il y a des responsables qui font les choix. Moi, j'en fais partie. On ne peut pas avoir une unanimité dans ces choix-là, mais il faut arriver à acquérir l'adhésion du maximum de monde. Et c'est presque mieux d'aller vers un choix qui n'est pas forcément le meilleur, mais d'y aller tous ensemble et de façon tous ensemble et efficacement, que de faire peut-être le choix le meilleur, mais avec la moitié de l'équipe qui y croit. Mais c'est un combat de tous les instants, je pense, d'arriver à avoir une équipe qui soit soudée dans des objectifs et des visions. Parce que la vision, chaque individu en a une, mais à un moment, il faut décider laquelle on choisit. Donc en termes, peut-être Bruno, en termes de priorité, là, pour l'éventail des possibles, il est très important. Tu pourrais faire de la recherche et développement sur la voile, sur de la préparation physique, sur de la collaboration avec d'autres athlètes. Comment tu es amené à établir des hiérarchies, des priorités par rapport à tes besoins? Tout d'abord, tout dépend du projet. Sur un projet aventure, l'objectif, il est clairement l'objectif final à atteindre. Par exemple, sur la traversée de la Manche, l'objectif, c'est qu'il y avait un record qui était de 100 000 nautiques en 5h20. L'idée, c'était d'aller au-delà en deçà plutôt de ce timing, donc faire en deçà de 5 heures. Donc j'ai fait 5 heures. Après, par rapport à ça, comme disait Franck, il faut optimiser et organiser tout par rapport à l'objectif final. Donc on a un budget qui est alloué par des partenaires pour réaliser ce projet-là. Avec ce budget-là, forcément, on va organiser un équipage, ou en tout cas une équipe autour pour travailler sur ce projet-là. Quand je l'écoutais, j'avais l'impression de me voir, pas à la même échelle forcément, parce qu'on ne gère pas le même nombre de personnes, mais sur une traversée, par exemple, comme la Manche, j'ai entre 12 et 15 personnes autour sur la réalisation du projet. Et je pense que ma plus grosse difficulté, ça a été de choisir les bonnes personnes. Ça commence par là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui disent, quand on parle du projet, ouais, je vais t'aider, je vais faire ça, je vais faire ci. Et en fait, au final, on se rend compte que ce n'est pas forcément les bonnes personnes, parce qu'elles n'ont pas les compétences pour, ou en tout cas, elles ont survendu les compétences qu'elles avaient, et qu'au final, on n'a pas le résultat attendu. Et la grosse difficulté, moi, je trouve, sur des projets comme ça, de traversée, ou des projets, des grosses traversées, c'est que la moindre petite erreur, effectivement, ça entraîne soit un échec, comme on disait, soit la cata, donc l'abandon du projet, ou la casse, ou le dessalage, ou peu importe. Et la hiérarchisation, elle se fait par là. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, on est plus, entre guillemets, des chefs d'entreprise
en tout cas dans la manière de penser, dans la manière de réaliser, en tout cas des chefs de projet, où l'ensemble de ces stratégies-là, ou l'ensemble des stratégies qu'on va mettre autour et l'organisation qu'on va mettre autour va faire qu'on va aller à la performance ou on ne va pas aller sur la performance. T'as pas écouté. Nicolas ? Nicolas, par rapport à ce qui vient d'être dit. Par rapport au développement, moi, sur le développement même, si j'avais quelque chose à développer, ce serait un œil. Donc, je suis preneur là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ça, parce qu'au début, quand j'ai commencé la voile, comme je vous l'ai dit tardivement, la première chose que je me suis dite, c'est il faut que je remplace mon œil. Alors, je vais trouver une girouette électronique qui va me parler. Après ça, je vais trouver une girouette sensorielle avec des pinceaux sur le front. Après ça, je vais mettre un compas. Au bout d'un moment, techniquement, il y a des choses qui sont faisables, mais je me suis rendu compte aussi, ta voile, elle ne va pas être la même que celle d'un voyant. Déjà, c'est une prise de conscience. Donc, si tu veux faire de la navigation à la barre en tant que non-voyant, elle ne sera jamais celle d'un voyant qui peut anticiper certaines choses que toi, tu ne vois pas. Après, dans la démarche de performance en équipage avec Bruno et Eric, elle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, je me dis, ce que je ne veux pas, c'est embarquer du matériel qui m'est propre. Ce qu'on veut, c'est des adaptations les plus simples possibles, parce que je me suis rendu compte que sur un bateau, la simplicité, ça paye. Donc, des repères les plus limités, travailler le plan de pont dans la simplicité, les taquets pour les reconnaître, quelques surlures pour savoir où on en est. Et après, c'est tout le travail de répétition et répétition et répétition pour arriver à des gestes les plus près, je dirais, du réglage type. Parce que de toute façon, le final se fait toujours avec quelqu'un qui voit. Voilà. Mais je voulais juste rajouter un petit mot sur... j'ai pas pu dire tout à l'heure sur la structure, parce que pour moi, elle est très importante par rapport aux disciplines, entre guillemets, émergentes. C'est qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé la voile en tant que non-voyant, c'était un peu une discipline marginale. Hein. Je veux dire, des non-voyants qui font de la voile, déjà, moi, je suis pas très loin de La Rochelle, mais je ne trouvais pas de personne pour naviguer là-bas. Donc, quelquefois, je faisais 8 heures de train pour aller naviguer 2 heures à Brest. Quand le pôle équipage s'est créé ici en 2005 à l'ENV SN, je peux vous dire que pour moi, d'abord, ça a été une bouffée d'air parce que je me suis dit, enfin, un endroit où on peut travailler. Et ça a participé quand même à mon objectif, c'est-à-dire mon objectif, c'était je veux rentrer au pôle, et après, dans le pôle, je vais faire en sorte de rester dans le Team France. Voilà. Donc, c'est la création d'un lieu, ça participe aussi à une dynamique d'objectif. S'il n'y a pas de lieu, déjà qu'à la Cannes, je ne sais pas trop où je vais. Là, entre aller à Brest, à Perpignan ou Marseille, moi je veux bien aller à Marseille par contre. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas aller à Marseille. Il n'aime pas Marseille. Fais gaffe parce que ouais, je sais. Franck, je crois qu'il est licencié à la Pointe-Rouge. Bon, cette unité de lieu, Eric, tu dis que toi, tu es aux Canaries, mais est-ce qu'on pourrait aller, est-ce que tu pourrais imaginer que dans la mesure où il y ait une identification d'un lieu pour développer tes compétences, tes performances sur le SUP, imaginons qu'il y ait un lieu qui se détache, est-ce que tu serais en mesure de dire, allez, je mets tout sur le lieu et donc il faut absolument que je suis sudiste, je vais plutôt en Bretagne, ou je suis breton, mais pour mon projet, il faut que j'aille dans le sud. Est-ce que ça pourrait être un élément qui concourt à la perf? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un décalage géographique, même s'il est ponctuel? Moi, j'y réfléchis souvent. C'est justement, étant basé aux Canaries, je suis un peu à l'écart. Après, c'est vrai que quand j'ai recherché mes partenaires, et pour reparler aussi de l'équipe et de l'importance de l'équipe de développement, j'ai choisi mes partenaires non seulement en fonction des projets qu'on pouvait faire en commun, mais aussi en fonction de leur localisation géographique. Parce que moi j'habite aux Canaries, mais mes parents habitent à Nantes. Et mes 2 partenaires les plus importants, donc qui sont mes partenaires planche d'un côté et mes partenaires pagaie de l'autre, sont situés à Vannes, donc pour mon partenaire planche,
avec Patrice Camoisville qui habite là-bas, qui s'occupe avec qui je fais tout le développement des planches. Et mon partenaire Pagay est à Angers. Donc c'est vrai que c'était un choix d'avoir les deux. Par exemple, j'aurais pu avoir des partenaires qui étaient à Hawaï ou des partenaires qui étaient aux États-Unis. Mais là, ça simplifie beaucoup la chose quand il faut se retrouver avec eux et faire tout le travail de développement. Et après, c'est vrai que moi, mon choix, c'est de rester aux Canaries pour l'instant, parce que c'est un super endroit pour pouvoir s'entraîner. Mais je garde toujours un œil ouvert sur les différentes options qui pourraient m'aider à améliorer mes performances. Et toujours, j'ai toujours le questionnement de dire, est-ce que si je vais à tel endroit ou à tel endroit, est-ce que si je reste aux Canaries, c'est bénéfique par rapport à est-ce que si, par exemple, j'aimerais m'installer à Vannes ou à Nantes. Et j'ai toujours cette problématique. Je suis conscient de cette problématique. Et si un jour il s'avère que pour atteindre mes objectifs, il faut que je change de zone géographique, je le ferai. Franck, excuse-moi. Et je pense qu'il y a deux logiques. Effectivement, est-ce que je dois changer de climat ou en tout cas de lieu pour aller m'entraîner? Si on me dit demain il faut aller s'entraîner à Hawaï toute l'année, je dis oui. C'est pas grave, je quitte Brest. Je quitte Brest, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a la seconde logique, c'est-à-dire qu'effectivement, le kite a failli aller aux Jeux Olympiques. Dans la logique que moi j'avais mis en place et ce que j'avais fait, en tout cas ce que j'avais mis comme hypothèse avec les interlocuteurs locaux, c'était au lieu de me délocaliser, de monter la structure plutôt sur Brest, pour rester dans mon environnement, pour être performant sur l'environnement où je suis et de monter une structure d'entraînement autour. Donc il y a vraiment ces deux logiques. Soit je me délocalise à un moment donné, soit je fais tout en place et comme on disait, pour créer une structure qui soit autour avec des compétences qui sont déjà locales pour être performant. Et ça, cette logique-là, elle me semble aussi très intéressante. Franck, sur ce... Nicolas parlait d'identité de lieu. Toi, a priori, tu n'es pas originaire de Bretagne. C'est pas une tare, hein, moi non plus. A priori, tu as décidé d'implanter cette structure plutôt à Lorient, ou est-ce que ça a été c'est un choix difficile ou c'est un choix nécessaire, c'est un choix crucial? C'est un choix important, mais j'ai trouvé en Bretagne qu'il y avait quand même une culture orientée autour de la course au large qui était extrêmement favorable, économique, médiatique. Il y a une page sur la voile dans le Télégramme tous les jours. À Marseille, il y a une page sur l'OM, donc il y a des différences. Donc il y a une vraie... la population est tournée vers la mer et vers la voile ici en Bretagne. Quand on cherche un équipier le vendredi soir, on va dans un bistrot où il y a des équipiers, ils ne sont pas tous en train de boire en plus. Ça évolue dans le bon sens. Et donc évidemment, c'est beaucoup plus facile de trouver les partenaires d'entraînement, de trouver les structures. Moi quand je suis arrivé ici, c'était au pôle France à Port-la-Forêt. Et tout de suite, quand on allait s'entraîner, il y avait des Joyaux et Jean Cam qui s'entraînaient à côté de moi, donc je savais à quel niveau il fallait que j'atteigne pour un jour gagner des courses. Donc ça raccourcit beaucoup le chemin. Et on a fini par être à Lorient. Après, les critères évidemment, c'est aussi les infrastructures que l'on a besoin. Le plan d'eau. Il faut que les plans d'eau soient intéressants. Ça ne veut pas dire forcément bien protégés, mais ça veut dire qu'ils représentent tout ce qu'on peut trouver sur les plans d'eau dans le monde sur lesquels on va régater. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on a la chance d'avoir tous les ingrédients, avec le courant, avec le vent, avec le froid parfois et le soleil aussi, qui correspondent à ce qu'on peut voir autour du monde. Donc c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi performants pour la préparation. Et ensuite, c'est un cercle vicieux. Plus il y a de skippers qui sont là, plus il y a de projets, plus les entreprises sont attirées, comme les voileries, comme les chantiers. Et à Lorient, on a la chance d'avoir à portée de main tout ce qu'il faut pour construire un bateau de A à Z et pour lui mettre des voiles dessus et pour naviguer rapidement. Donc voilà, en plus à Lorient, c'est vrai qu'ils ont fait un gros travail avec les bases qui ont été créées autour de la base des sous-marins. Et notamment quand les équipages de la Volvo sont arrivés à Lorient,
Ils n'avaient jamais vu ça chez eux et dans le reste du monde, quoi, d'avoir cette densité d'équipes professionnelles avec des infrastructures que l'on voit à Lorient. C'est vraiment génial. Donc pour ça, la Bretagne, elle est en avant et elle peut être la référence pour beaucoup de monde. C'est dommage que Gilles ne soit pas encore là, parce que ça lui aurait fait très plaisir, je suppose. Bonjour, Papia Prigent, je suis kayakiste, je dirige le pôle France et Espoir de Cesson-Sévigné, dans lequel s'entraîne Julie. Et j'ai une question à Sébastien, le passage entre athlète-entraîneur. Je sais que c'est aussi une des grandes forces du canoë-kayak, c'est quand même de garder ses compétences, et donc mais dans certaines disciplines, un peu moins dans d'autres, beaucoup en eau vive, moins en eau plate. Donc ça me questionne de savoir en aviron, qui ressemble beaucoup quand même à notre discipline d'eau plate, la course en ligne, comment est venu le projet, donc cet autre projet professionnel qui est aussi notre marque de fabrique, les sports d'eau, de permettre aux sportifs d'avoir une carrière derrière professionnelle qui leur plaît, qui leur convient. Donc comment s'est effectué ce passage-là? Alors pour ma part, je n'étais pas du tout parti là-dedans, parce que j'étais parti en sciences économiques et sociales, mais c'est vrai que je pense que pour ma part, c'est venu aussi de ma manière dont j'abordais ma discipline en tant qu'athlète. Je pense qu'il y a des gens qui, et quand je veux dire consommateurs, c'est vraiment pas un gros mot, il y a des sportifs qui vont être plus consommateurs, c'est-à-dire que voilà, ils vont être très très bons, mais il y a le programme, il y a ce qu'on leur dit de faire, et puis roule ma poule, quoi. Et puis il y a d'autres sportifs qui vont se poser pas mal de questions. Et en général, en plus, c'est ceux qui se posent pas trop de questions qui marchent bien, parce que quand on se pose trop de questions, des fois, on tourne en rond. Mais moi, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours été à me questionner sur la programmation d'entraînement, sur la technique beaucoup, parce que j'étais un tout petit gabarit pour un rameur, donc il a fallu que je me creuse un peu la cervelle pour savoir comment aller battre les grands géants et costauds. Et voilà, ça s'est fait naturellement comme ça, à vouloir transmettre après tout ça. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est la voie normale d'un athlète de devenir entraîneur. Je crois que même de temps en temps, c'est même souvent une difficulté, c'est-à-dire entre le savoir-faire et le savoir-faire faire, compliqué. Donc je pense pas que c'est une voie toute tracée, elle est magnifique, mais c'est vrai que vous avez en plus une image de sportif. S'il y a un peu de résultat derrière, le temps qu'il faut pour arriver à effacer ou du moins à un peu estomper l'image du sportif et à faire ressortir l'image du cadre, ça c'est pas simple aussi. Il y a un travail sur soi-même, mais il y a aussi, et ça vous pouvez pas le maîtriser, il y a le travail des autres, c'est-à-dire s'ils ne veulent pas vous voir tout de suite comme un cadre, c'est pas si simple de le travailler. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. J'ai eu la chance en plus sur la fin de ma carrière d'athlète de rencontrer une personne déterminante dans mes résultats sportifs qui était Adrien Hardy, avec qui j'étais champion olympique, et j'ai eu la chance d'accompagner Adrien en tant qu'entraîneur. Alors ça, c'est encore une autre histoire en plus, d'entraîner quelqu'un avec qui on a été champion olympique au milieu d'un autre groupe, parce qu'il était donc on a partagé une nouvelle aventure. Ça, c'était un des points culminants de ma carrière pour moi d'entraîneur. Là, pour le coup, c'était de trouver les clés du management pour arriver à travailler au milieu d'autres personnes, parce qu'il était dans un 4 pour Londres, avec quelqu'un avec qui j'avais été champion olympique. Mais superbe expérience jusqu'à maintenant, avec la première fois qu'un de vos équipages arrive à atteindre une médaille importante ou quelque chose, ça peut être frustrant aussi des fois, très frustrant, parce qu'on ne maîtrise plus on ne maîtrise qu'une toute petite partie de la performance. Elle est minime, il faut avoir l'humilité de le savoir, il faut l'apprendre ça aussi, parce qu'au début on a envie. Alors, on pense qu'on va tout révolutionner et qu'on a une partie déterminante dans la performance. Elle est importante à certains moments, mais elle est tellement minime par rapport à l'action sur la compétition et au moment où vous poussez votre bateau au ponton et paf, vous le lâchez. Et après, c'est fini.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, parce que jusqu'à présent, on était dans l'action. Là, on n'y est plus dans l'action du tout. Donc voilà, je pourrais en parler pendant beaucoup, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Une question, vous avez évoqué notamment les sportifs, anciens sportifs, le rôle de l'entraîneur dans ce qu'on va appeler dans les groupes concurrence partenaires. Qu'est-ce que vous pensez que doit posséder comme qualité un tel entraîneur qui doit gérer ces problématiques particulières? C'est vrai que le quotidien est... moi, je pars du principe, mais peut-être ça vient aussi de ma discipline, je pars du principe que la compétition interne au groupe est indispensable pour faire monter le niveau. Après, bien sûr que sur ces thèmes-là, on met aussi en danger son groupe. Je pense que la clarté de la règle de sélection, la clarté du mode de fonctionnement, elle est indispensable sur le rôle du manager ou de l'entraîneur. De bien définir les choses dès le début, mais de manière très très précise, ça me paraît indispensable. De tout expliquer aussi. Et je pense que notamment sur les... peut-être pas me faire des amis là, mais sur les groupes féminins. Et là, je ne vais pas du tout faire un clivage, mais je pense, du moins, c'est que j'ai eu la chance d'entraîner des garçons et des filles, et on peut entraîner des garçons comme des filles et vice-versa, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais par exemple, sur des groupes féminins, de bien prendre le temps de mettre beaucoup de logique et d'explication, là où par exemple, avec des hommes, voilà, aujourd'hui, on va faire ça, et puis c'est comme ça. C'est peut-être un petit peu plus délicat pour des groupes féminins. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué moi en entraînant des filles. Mais voilà, de la clarté, de l'honnêteté, des règles très franches, très claires sur les modes de sélection. Et puis à un moment donné aussi d'accepter que la compétition interne ou le relationnel se fasse aussi sans vous, parce que c'est bien, je disais tout à l'heure que le meilleur entraîneur c'est la pointe du bateau qui est à côté. Je pense qu'il faut aussi à un moment donné, une fois que le cadre a été fixé, de laisser aussi les sportifs s'organiser entre eux, et ça fait aussi partie d'une certaine vie de groupe. Donc bien définir le cadre, et puis après aussi accepter le fait que les choses se passent d'elles-mêmes et que vous n'êtes pas toujours acteur là-dedans aussi. Peut-être un petit mot là-dessus, Franck. Donc dans ce même sujet, collaboration, concurrence, et notamment avec la jante féminine, je découvre. Je découvre un peu. Alors, avec le NACRA 17, on a tous été heureusement surpris de cette décision de l'ISAF. Et en fait, cette surprise, c'était teinté de curiosité. Comment ça va se passer? Comment ça va collaborer dans les équipages? Est-ce qu'il va y avoir des tensions? Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu ce qui se passe ça fait combien de temps? 3 mois, 4 mois que vous êtes Ouais, mais on ne vit pas encore tous ensemble. Mais non, mais moi aussi, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Pour l'instant, je pense qu'il y a un vrai respect. On ne parle pas à une fille comme on pourrait parler à un garçon au premier abord. Après, très très vite, on oublie que c'est une fille qui est à côté et on va naviguer vraiment de façon pareille. Après, sur le parking, à la place d'avoir 80 garçons, il y aura 40 filles, 40 garçons. C'est peut-être une ambiance différente. Non, mais je crois qu'il y a une richesse à trouver. Je pense qu'une fille a une autre sensibilité quand elle navigue, une autre sensibilité dans le réglage du bateau et dans la vision du plan d'eau. Et il faut arriver à faire que les deux sensibilités s'ajoutent et s'annulent pas, bien au contraire. Et sur ce moi, mon équipe, après physiquement, mon équipière, elle est plus physique que moi. Donc, franchement, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, à part qu'on a peut-être pas la même éducation, la même sensibilité, et ça peut forcément... Et sur le fait d'être 3-4 équipages, c'est quand même concurrentiel, c'est un petit groupe, là les bâtons étaient attribués, mais il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, pour l'instant, on apprend, on découvre le bateau. Alors il y a effectivement une fille sur les 4, il y a une fille qui barre et puis 3 garçons qui barrent sur les autres bateaux. Donc c'est pas la même chose. On ne sait pas quelle va être la bonne formule d'ailleurs. On le saura qu'à la fin. Il faut essayer. Donc c'est bien, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qu'on découvre voilà. Il faut demander à la danse sur glace comment ça se passe. L'ambiance au bout de 3 ans.